C'est dommage qu'il n'y ait pas de traduction simultanée, ce qui va m'obliger, moi qui parle d'habitude très vite, à essayer de parler un peu plus lentement pour être un peu mieux comprise. Alors, merci pour la présentation, Xavier, mais le fait d'avoir eu 17 prix, pour moi, a eu pour principale valeur, c'est que très probablement ça m'a aidé à rester en vie dans une époque où on tuait beaucoup de journalistes. La visibilité est un avantage par moments, c'est un inconvénient à d'autres, et je sais que d'avoir eu des amis dans le monde qui ont jugé utile de devenir mes amis simplement parce que ils m'avaient entendu a été très très important. Maintenant, un prix en soi n'est pas une valeur en soi parce que quand on sait ce que M. Obama a fait de son prix Nobel de la paix, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il faut toujours relativiser. Donc, je suis à la fois très contente des prix que j'ai eus, qui m'ont permis souvent qui ont légitimé parfois le fait de prendre la parole, et ça aussi, c'est un problème. Combien de personnes nous écoutons, parce que combien de personnes sont considérées comme légitimes à prendre la parole. Donc, et dans notre métier de journaliste, c'est extrêmement important de garder à l'esprit en permanence que ce que nous écoutons et ce que nous voyons, c'est d'abord 90% de personnes et d'informations déjà légitimées. Et que l'écrasante majorité des personnes, y compris celles qui font du journalisme ou de l'activisme, et l'écrasante majorité des informations, nous les avons pas. Donc, à partir de là, on doit se rendre compte que s'il y a bien, dans tous les métiers, il faut être correctement informé, avoir une vue de l'ensemble de la situation. Mais il y a, me semble-t-il, deux métiers où on ne se rend pas compte suffisamment de l'importance d'avoir the full spectrum, d'avoir le contexte dans son entièreté, parce que de ne pas en permanence se répéter que notre propos n'est moralement légitime que s'il est basé sur une connaissance réelle et aussi exhaustive que possible de la situation, les conséquences de ce geste sont aussi graves que celles d'un médecin qui prescrirait une ordonnance sans avoir fait, sans s'être donné les moyens d'établir un diagnostic. Il me semble, et j'ai commencé à avoir ce sentiment, quand j'ai commencé à lire sur mon pays, la période qui pour moi a été la plus douloureuse et la plus difficile, et qui reste encore celle qui a été pour l'ensemble des Algériens, c'est-à-dire après l'interruption du processus électoral en 1992, quand nous sommes rentrés dans une violence terrifiante, que je lisais, que ça soit dans la presse, dans mon pays, ou à l'international, des choses qui me disaient, mais c'est pas comme ça, c'est pas ce que je suis en train de voir, c'est pas ce que je suis en train de vivre. Au début, je pensais que c'était parce que nous étions particulièrement opaques, que chez nous c'était plus compliqué, que non, en réalité, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que j'étais, et pas seulement moi, mais l'ensemble de l'humanité, extrêmement mal informée sur ce qui se passait dans le monde, et j'ai dû réviser beaucoup de choses. Et sur sur mes opinions, sur les opinions que je croyais avoir, parce que, étant quelqu'un qui s'intéresse aux informations sur toutes les autres situations du monde, j'ai dû aller m'informer de manière autrement plus ardue. Entre-temps, les conditions d'exercice du métier de journaliste se sont aggravées. Et elles se sont aggravées également pour les politiques, parce que pour eux aussi, avoir l'information est essentiel. Mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est d'abord une image, un propos qui n'est pas du tout moderne. Il vient d'un poète et d'un philosophe et d'un penseur arabe du XIIe siècle, Jalaluddin Rumi. Il raconte cette histoire. Il raconte l'histoire d'un homme qui a décidé de mettre un éléphant dans une pièce sombre. La lumière est éteinte, il y a des gens, l'éléphant est enfermé dans la pièce, et il y a des ouvertures dans la pièce. Et il demande à chaque personne de rentrer la main
et de toucher la chose qu'il y a dans la pièce. Et de dire, donc, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Alors il y a un monsieur qui rentre la main et il touche l'oreille de l'éléphant. Et il dit, dans cette pièce, il y a un grand éventail. Il y a quelqu'un qui rentre la main par un autre orifice et qui trouve la jambe de l'éléphant. Et il leur dit, dans cette pièce, il y a une énorme colonne. Quelqu'un touche la trompe. Et il leur dit, dans cette pièce, il y a un très grand serpent. Et ils se mettent à se disputer. Et ils font des camps. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont sûrs, parce qu'ils croient ce monsieur, qu'il y a là-dedans un grand éventail, ceux qui vont penser qu'il y a dans cette pièce un énorme serpent, et ceux qui vont penser que dans la pièce, il y a une énorme colonne. Et le monsieur conclut, avant de vous faire la guerre, allumez la lumière. Peut-être que comme ça, vous verrez, et vous serez d'accord sur ce qu'il y a dans la pièce. Je crains que depuis l'époque de ce sage homme, nous sommes arrivés à quelque chose d'un peu plus grave, c'est qu'il n'est pas certain que tout le monde sache qu'il existe des éléphants ou ce que c'est qu'un éléphant. Et que nous sommes arrivés à un tel degré de sophistication dans la manière dont nous détournons le débat que peut-être même cette idée formidable qu'il suffit d'allumer la lumière pour être d'accord, c'est pas encore acquis. Ça, c'est dans les moments où je suis particulièrement pessimiste vu le spectacle du monde. Donc, voilà pour l'introduction. Est-ce que une des questions qu'on m'a posées probablement des dizaines de fois depuis ces 4 dernières années, c'est pourquoi il n'y a pas eu un printemps en Algérie? Pourquoi, quand toutes les sociétés arabes se sont mises à se révolter, à sortir dans la rue, à exiger que leurs dirigeants abdiquent, que le régime tombe, pourquoi les Algériens n'ont pas fait ça? C'est une bonne question. Il faut peut-être s'intéresser aux Algériens. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Algériens sur les 20 dernières années? Et peut-être qu'il faut aller plus loin aussi dans l'histoire pour comprendre pourquoi les Algériens n'ont pas voulu, n'ont pas cru que c'était quelque chose de si simple. Une des raisons majeures, me semble-t-il, c'est que les Algériens ont connu une période de guerre qu'on peut appeler guerre civile. Il n'y a pas une définition exacte de ce que c'est qu'une guerre civile. Certains disent c'est une guerre contre les civils, certains disent c'est une guerre au terrorisme, certains disent que c'est une campagne de terrorisme. Toujours est-il que les Algériens ont été confrontés à une situation de violence terroriste et de violence contre-terroriste qui leur a coûté 200 000 morts, des dizaines de milliers de disparus, des milliers de personnes torturées, des milliers de personnes enfermées dans les camps du Sud et une campagne de polarisation extrêmement forte au niveau de la classe politique entre ceux qui pensaient qu'il fallait discuter, dialoguer avec le pouvoir, avec les islamistes, avec ceux qui s'appellent les laïcs, parce que là aussi, à quoi renvoient les concepts et ceux qui pensaient qu'il fallait éliminer l'autre. Et dans les deux cas, celui de ceux qu'on a appelés dialoguistes réconciliateurs ou bien ceux qu'on a appelés éradicateurs, dans les deux cas, il y avait des islamistes et des laïcs, et il y avait des gens du pouvoir et il y avait des gens de la société. Mon expérience était bien évidemment du côté des réconciliateurs et des dialoguistes. Pourquoi je dis bien évidemment? Parce que à aucun moment de ma vie je n'ai pensé qu'un jour on en viendrait à ce que des Algériens appellent à tuer des Algériens. Ça peut sembler ridicule. Je crois que nous avons évolué. C'est pour ça que je parle de prolongement historique. Nous avons célébré il y a quelques mois à peine les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, et pour ma génération qui est née juste à cette période-là, la guerre c'était derrière nous. La guerre c'était pas quelque chose que nous allions vivre, et certainement pas quelque chose que nous allions vivre nous en interne entre nous d'une façon aussi violente. En quoi a consisté? Donc il y avait
ça a été un choc pour beaucoup d'Algériens. On peut faire une analyse politique plus pointue. Je n'aime pas beaucoup faire rentrer les réalités dans les concepts, parce que c'est toujours plus facile de se confronter à des concepts quand on est académicien, quand on est intellectuel, que de se confronter à la complexité d'une situation. Bien sûr, après, on verra vers la fin que il y avait des intérêts en jeu pour qui la guerre était un moyen, puisque la société algérienne qui est sortie de la guerre est une société totalement modifiée, transformée en profondeur par l'expérience de la guerre. Dans cette transformation, si on peut dire, il y a un élément positif, c'est le rapport à la violence. Un sentiment particulier, une sensibilité particulière à toute situation pouvant déboucher sur la violence. C'est ce qui a motivé la grande méfiance à l'égard de ceux qui ont pensé qu'on pouvait appeler les gens à sortir dans la rue et puis ça allait se régler tout seul. Nous avions payé, la société algérienne avait payé suffisamment cher pour savoir que ça ne se règle pas tout seul. Ce ne suffit pas de sortir dans la rue. Il ne suffit pas d'avoir les médias, et même si on nous a menti d'une façon terrifiante, que ceux qui ont dit que les médias sociaux et Internet étaient la solution, qui allait faire l'économie de l'organisation, de la structuration, de la nécessité de s'organiser en association, en parti, en courant, et de débattre, et de prendre l'habitude de débattre, et de faire des compromis et tout. Ceux qui ont dit ça pendant des mois, jusqu'à ce que ça tourne au désastre, dans les deux cas pour moi, que ça soit par ignorance, ou que ça soit par cynisme pour certains, parce que certains ont théorisé les guerres de 4e génération, et le printemps arabe ressemble beaucoup au démarrage d'une guerre de 4e génération, c'est-à-dire une guerre où l'élément de communication est un élément magistral. Et quelle plus belle communication que celle de dire aux gens, ou le fait que les gens croient qu'il suffit qu'ils s'envoient un texto ou un mail, ou sur leur page Facebook, ils partagent une information, et ils sortent dans la rue, et la démocratie arrive. C'est pas aussi simple. En Algérie, il y a eu des amateurs qui ont par Facebook lancé des appels à sortir en 2011, et je n'appartiens pas au courant qui a appelé à marcher. Nous avons appelé à manifester dans des salles, à s'organiser en fonction de ces associations, de ces syndicats, de ces partis politiques, mais pas de sortir dans la rue comme ça parce qu'on a reçu un appel sur Internet. Les gens que nous connaissions dans les années 89, 90, 91, 92 nous ont amenés à une guerre qui a fait 200 000 morts. Alors imaginez ce que nous pouvions attendre de gens que nous ne connaissions pas. Et il s'est passé la même chose sur Facebook. Il y a eu, en dehors du fait que le taux de pénétration d'Internet est très faible en Algérie, etc., et en dehors du fait que il y a ce passif-là, il y a eu des gens qui ont appelé à marcher et à manifester Facebook. Il y a eu beaucoup de j'aime, beaucoup de je viens, et à peine quelques personnes, parfois moins d'une dizaine de personnes, parfois jusqu'à 30, 40 personnes qui sont venues. Et quand les partis politiques, et là je tiens à préciser, les courants qui ont été les plus favorables à la guerre, en dehors du gouvernement, que je laisse de côté, c'est le troisième acteur dont nous parlerons plus tard, il y avait ceux qui étaient contre la guerre, et il y avait ceux qui pensaient qu'avec la guerre, on allait résoudre la question centrale de l'Algérie, c'est-à-dire comment allons-nous construire la démocratie après l'ouverture démocratique de 1989. Donc c'était les gens qui avaient le plus appelé à
tuer l'autre, à éradiquer l'autre, à éliminer l'autre, à prendre le pouvoir par les armes, c'est-à-dire le parti laïque qu'on connaît le plus, celui du RCD de Saïd Saadi, et puis toute une mouvance de cet ordre-là, et Ali Belhadj du fils, les islamistes radicaux, qui ont appelé ensemble, et ils sont sortis pour marcher, et la rue n'a pas suivi. La grande question, c'est pourquoi la rue n'a pas suivi. Ce qui est terrible, c'est que nos propres gouvernants ont estimé que c'était une bonne chose pour eux, puisqu'ils sont occupés à faire des affaires, puisque le gouvernement algérien, même si dans les grandes lignes théoriques, depuis 1999, nous sommes censés être rentrés dans une période de réconciliation. Depuis 2006, nous sommes censés avoir adopté une charte pour la réconciliation. Il y a eu des maquisards qui sont descendus, du maquis, il y a eu des cours qui ont été, et des procureurs qui ont été chargés de régler juridiquement, mais plus administrativement que juridiquement, la situation des gens qui avaient pris les armes. Mais politiquement, ça n'a rien changé au plan du fonctionnement de la scène politique, c'est-à-dire les fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire des élections propres, une administration impartiale, des moyens économiques, la traçabilité du financement des courants politiques, l'existence de contre-pouvoirs, une justice indépendante, etc. Tout ça n'existait pas. Par un tour de passe-passe administratif et verbal, discursif. Dans le discours, le gouvernement était passé directement bien sûr, il y a eu un changement de président, mais le système n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'on change un président que le système change. Pour changer un système, il faut changer l'ensemble du fonctionnement institutionnel, ce qui ne s'est pas produit en Algérie. Bref, petit rappel, l'Algérie est née après 132 ans de colonisation française, la colonisation a été particulièrement brutale, la guerre de libération a été particulièrement brutale, brutalité induite par la colonisation française qui a refusé toutes les possibilités d'obtenir l'amélioration de la situation des Algériens sous la colonisation, jusqu'à ce que la riposte et la réponse s'imposent d'elles-mêmes. On ne pouvait se libérer qu'en prenant les armes. Donc il y avait cette violence-là. Être contraint à la violence est une violence autrement plus importante que ce que l'on mesure en général. On pense souvent que les gens font le choix de la violence. Très souvent, les gens sont contraints à aller à la violence. Ceux qui font le choix de la violence sont ceux qui ne laissent aucune chance, qui d'emblée, dès le départ, refusent qu'il y ait un autre procédé, un autre moyen de transformer la situation antérieure que la violence. Donc nous avons été obligés par la colonisation française et par l'État, par la France, à prendre notre indépendance par la force. Et bien évidemment, à l'intérieur, la guerre était tellement féroce pour 1000 raisons que je ne vais pas vous raconter ici, puisqu'il y a des gens qui ont écrit des encyclopédies là-dessus. Ça a été un contexte très violent, parce que la réaction française aussi était extrêmement violente, et donc il y a eu des violences à l'intérieur du camp des indépendantistes aussi. Et ceci n'est pas sans avoir laissé des séquelles. J'en citerai deux qui, me semble-t-il, ont réapparu dans la guerre civile des années 90. Le premier est le produit d'une épouvantable manipulation française qui s'est appelée la bleuite et qui a consisté à intoxiquer les indépendantistes algériens avec l'idée que, en faisant fuiter de fausses listes d'intellectuels qui auraient collaboré avec l'armée française, ce qui a entraîné en réaction l'assassinat de centaines, voire de milliers de jeunes cadres intellectuels dans les maquis parce que leur nom avait été mis dans les listes que les Français avaient laissé passer comme étant... Donc, l'histoire ne s'arrête pas le jour où on prétend officiellement qu'elle s'est arrêtée. Ce qui s'est passé pour les intellectuels algériens, ce qui s'est passé dans la façon dont le pouvoir s'est construit en Algérie, est lié à la guerre d'indépendance. Et la façon dont on a recommencé à faire la guerre pendant les années 90 est liée aussi
aux séquelles de cette guerre. Ce n'est pas pour déresponsabiliser, non, mais nous sommes dans une séquence longue de l'histoire, et pour preuve, on peut reprendre les journaux de l'époque des années 90, c'est terrible, et même le vocabulaire des gens, on a retrouvé les mêmes unes de journaux pendant la guerre civile que pendant la guerre d'indépendance. On a retrouvé la même polarisation, on appartient à un camp ou à l'autre, ce qui n'aurait jamais dû se produire, mais je parle en Espagne et vous savez ce que c'est que la guerre civile, mais on n'aurait jamais dû atteindre ce niveau de polarisation et de rejet et de violence dans le rejet de l'autre. Là où j'aurais aimé rapidement, le point sur lequel j'ai axé la communication écrite, je prépare des communications écrites, mais je ne fais jamais à l'oral la communication que j'ai écrite. Ma communication écrite est sur le site de l'Institut. Je ne sais pas lire mes communications. Je préfère parler directement avec le public. Donc il y a une idée qui, pour moi, reste une idée majeure pour l'avenir. Parce que je pense que l'avenir existe et que je pense que nous avons aujourd'hui en Algérie les possibilités de tirer les leçons et les enseignements du passé, de tous nos passés récents. 2 siècles, c'est rien à l'histoire, à l'échelle de l'histoire humaine. Donc, il y a un élément qui, me semble-t-il, il est clair que la colonisation n'a pas voulu de réforme. C'était le choix du colonialisme par définition. Pourquoi l'État, le pouvoir algérien et les élites algériennes n'ont pas adhéré aux réformes une fois l'indépendance acquise? Ça, c'est une question pour moi centrale, et ça est une question où les médias ont joué un rôle important, aussi important que celui des hommes politiques, pour ne pas... Donc, l'Algérie obtient son indépendance en 1962. Les choses se sont passées de manière très difficile à l'intérieur du courant indépendantiste aussi. Et donc, à l'indépendance, c'est l'armée qui va prendre le pouvoir, parce que les civils n'arrivent pas, comme ils disent eux, les politiques ne sont pas arrivés à une solution suffisamment consensuelle. On écrit l'histoire pendant longtemps, donc il y a des adeptes de l'un et de l'autre. Pour certains, c'est l'armée qui a voulu de force prendre le pouvoir et qu'il n'était pas question pour elle qu'il y ait une prise de pouvoir par les civils. Pour d'autres, c'est la difficulté à arriver à concilier les différents courants, les différentes personnalités, les différentes ambitions, etc. et les haines qui s'étaient accumulées pendant la guerre, qui a fait qu'en 1962, c'est l'armée qui va prendre le pouvoir. Elle va le donner pour la façade à un civil, au président Ben Bella, mais en 1965, c'est un coup d'État qui va par la force donc reprendre le pouvoir et installer un pouvoir de type parti unique, socialiste et autoritaire. Les choses se passent plus ou moins bien. Pourquoi je dis plus ou moins bien? Il est indéniable que sur le plan social, il y a eu des avancées pour la société algérienne. Sinon, je ne serais pas là devant vous à vous parler. J'appartiens à la génération qui a eu la chance de naître et de grandir dans l'indépendance. Par comparaison, ma mère, qui bien évidemment n'est pas de ma génération, ma mère est analphabète, mon père était analphabète, que Dieu ait son âme. En 1962, 98% des Algériens étaient analphabètes. Donc, premier chantier, double chantier qui a été particulièrement important mené en Algérie, c'est, et même sous un État autoritaire, c'est la scolarisation obligatoire pour les filles et les garçons. Et la santé gratuite pour tous, avec des campagnes absolument extraordinaires de vaccination, etc. Il y a eu des personnes merveilleuses qui ont mis en chantier la construction de l'Algérie indépendante. Ces mêmes personnes ont, sur le plan politique et culturel, fonctionné de manière autoritaire et répressive.
Il se trouve que nous, quand on a été à l'école, on pensait que c'était naturel, que c'était normal, que tout le monde allait à l'école, que tout le monde était soigné, que c'était le minimum, ce qui est normal de penser comme ça. Après, ça devient un peu plus compliqué parce que on ne nous laisse pas penser longtemps cela. Il était normal que notre génération prétende à d'autres droits, d'autres conquêtes, un espace où exercer précisément ces libertés nouvelles qui sont celles d'une société qui, dans sa majorité, a été instruite, sauvée de toutes les maladies qui avaient emporté par milliers, centaines de milliers parfois les générations précédentes. Donc on arrive avec beaucoup de sursauts, mais je vais très vite. Je noterai un point parmi l'ensemble des problèmes qu'il y a eu, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu 2 moments forts. Le premier moment fort, c'est 1980, avec ce qu'on a appelé le printemps berbère, c'est-à-dire la revendication identitaire berbère qui s'est exprimée et où il y a eu une certaine violence dans la riposte des pouvoirs publics. Et puis, bon, il y a eu en permanence d'autres mouvements, mais qui n'étaient pas aussi importants que celui-ci, jusqu'à octobre 1988, où des milliers et dizaines de milliers de jeunes sont sortis, d'abord pacifiquement, puis par effet d'entraînement, ça s'est étendu à presque l'ensemble du pays. Et puis, il y a eu les affrontements avec la police, il y a eu l'enlèvement de tous les militants politiques qui étaient fichés, et aussi les enlèvements massifs de jeunes dans les rues, dans les quartiers populaires, etc. Et un appareil de répression et de torture terrible a été enclenché. Je dois dire que le travail de collecte de l'information sur la torture, celui de la torture de 1988 a été autrement plus documenté que celui de la torture des années 90. Probablement parce que on a beaucoup été, la police avait travaillé sur son fichier, et donc les courants qui étaient organisés dans la clandestinité avaient été particulièrement ciblés, et comme c'était des courants qui étaient un peu collaborationnistes, je parle du PAX, du parti communiste qui faisait un compagnonnage bizarre avec le pouvoir, donc avait des prolongements dans le pouvoir qui ont permis juste après de documenter donc tous ces actes. Il y a eu des livres, il y a eu des procès symboliques, etc. Mais la chose la plus importante, et qui concernait l'ensemble des Algériens, c'est que à la manifestation, une manifestation le 10 octobre, où pour la première fois beaucoup d'Algériens apprenaient qu'il y avait des islamistes, parce que il y avait eu un appel dans une mosquée d'Alger pour que les islamistes rejoignent les manifestations des jeunes. Donc le 10 octobre, il y a eu une manifestation. À un moment donné, un coup de feu part. On ne sait pas d'où est parti le premier coup de feu, mais on sait que c'est le char qui a tiré. Et il y a eu, le chiffre officiel est de 100 morts. Les chiffres donnés par les Ligues des droits de l'homme et les militants et les divers militants est de 500 morts. Le soir même, le président en exercice à l'époque, Chedli Benjedid, parle à la télévision et promet des changements. Il va y avoir, donc à ce moment-là, commencent des réformes politiques globales qui vont démarrer avec une nouvelle constitution qui sera votée en février 89 et qui introduit le multipartisme, la liberté de la presse, avec une loi qui sortira en 90 et qui autorise les journalistes qui exerçaient dans les journaux du parti unique, sous le parti unique, à se constituer. C'est un exemple assez particulier parce que c'est l'État qui va prendre l'initiative d'aider les journalistes, parce que nous sommes sous un système dirigiste en termes économiques. Donc il va donner, je crois, si je me rappelle bien, 3 années de salaire à des groupes de journalistes pour qu'ils constituent des coopératives et fondent des journaux privés. Au début, on ne disait pas privé, on disait indépendant, et on disait l'aventure intellectuelle. Il s'avérera que c'était pas tout à fait ça par la suite. Donc, il y a un mouvement un bouleversement majeur en Algérie. Pour la première fois, des manifestations tous les jours, les femmes, les syndicats, les jeunes, toutes les corporations, et des titres qui sortent par dizaines. Alors que sous le parti unique, il n'y avait que la presse d'État. Je crois 6 quotidiens entre régionaux et
et quotidiens nationaux, et quelques hebdomadaires, tous liés aux organisations de masse du parti unique. Il y avait des nuances, bien sûr, et tout, mais en gros, c'était la seule presse qui existait. Du jour au lendemain, on voit fleurir des centaines de titres. Maintenant, je crois qu'il existe plus de 130 quotidiens en Algérie. Autant vous dire que dans un kiosque, ça ne tient pas. Donc, en gros, il y a une dizaine de titres dans les deux langues, en arabe et en français, une dizaine de titres qui, à peu près, peuvent justifier d'un lectorat. Le reste, ce sont des opérations d'enfumage. On ne sait pas exactement pour qui ces titres sont tirés. Parfois, certains disent que certains titres ne sortent même pas de l'imprimerie. Ils sont imprimés et puis ils vont directement donc voilà, c'est devenu autre chose. Mais l'expérience de la presse à ses débuts était intéressante. Même si on a noté tout de suite une forte polarisation, là aussi, entre la presse islamiste, extrêmement virulente, et la presse, le mot que j'utiliserai aujourd'hui, c'est néolibéral. Mais à l'époque, on disait démocratique parce qu'elle ne venait pas du parti unique, parce qu'elle parlait de laïcité, parce qu'elle parlait de liberté, etc. Donc on disait la presse démocrate. En réalité, c'est une presse qui va s'avérer plus tard être de ce que peut être le néolibéralisme dans un pays non démocratique et non avancé, avec beaucoup d'arriération politique. Donc ces deux-là vont foncer dans la polarisation et dans la politique c'est choisir son camp. On est avec les uns ou on est avec les autres. La situation va se crispant jusqu'à ce que, en juin 91, le gouvernement qui avait lancé les réformes est tombé. Nous sommes dans un état de siège et puis on sort de l'état de siège et on prépare. Entre-temps, on revoit toute la législation sur les élections, le découpage électoral, etc., etc. La campagne est encore menée sur un fond de polarisation des positions, le danger islamiste ou bien les mécréants laïcs, athées, etc. Bref, tous les noms d'oiseaux ont fleuri. Et on arrive aux élections, les islamistes du FIS remportent la majorité au premier tour, et entre les deux tours, on arrête les élections et on passe à la période de violence. Donc, il y a déjà une violence par polarisation avant les élections. Après l'arrêt des élections, l'essentiel du dispositif médiatique des islamistes du FIS vont être bien sûr interdits. Resteront les journaux éradicateurs, donc qui sont en faveur de l'élimination militaire, de la solution tout sécuritaire des islamistes, de leur neutralisation, il y a eu tous les mots, l'éradication. Et il y avait quelques journaux qui pensaient que la solution militaire n'était pas la solution idoine et qu'il fallait absolument essayer de renouer les fils du dialogue. Et les journalistes ne l'ont pas inventé. Il y a eu des personnalités qui ont fait les efforts dès l'arrêt des élections. Il y a des gens, même avant l'arrêt des élections, la grande marche du 2 janvier, c'était ni État intégriste, ni État policier. Donc nous allons aller faire avec cette fragilité particulière qui est de construire une société démocratique quand on sort de 30 ans de parti unique, adossé sur 132 ans de colonisation et 7 ans de guerre d'indépendance terrible. Donc la démocratie ne naît pas le jour où on dit je suis démocrate. La démocratie vient quand qu'on arrive à discuter avec l'autre et quand on arrive à construire les instruments du dialogue, de l'échange, du compromis, etc. Donc il y avait des gens qui étaient conscients de ça et malheureusement ceux qui avaient des intérêts ou qui n'avaient pas la vision nécessaire. Je suis de ceux qui croient que ce qui fonde l'histoire, ce sont les intérêts. Mais je suis aussi de ceux qui croient que la mobilisation et la vigilance citoyenne et militante et intellectuels peuvent faire en sorte que la conscience des gens et la mobilisation des gens peut arriver à freiner les intérêts indus, les intérêts
illégitime et à inverser le rapport de force et qu'on n'est pas obligé de passer par les expériences violentes pour changer une situation. Donc, la guerre commence et la guerre se passe aussi sur le front médiatique. J'ai donné quelques exemples. Il y en a un qui m'a le plus choqué. Celui-là, je n'étais pas au courant pendant la guerre. Nous, on a essayé de faire notre travail comme on a pu. On a été censurés régulièrement. Nous, à l'époque, j'étais journaliste et ensuite directrice d'un hebdomadaire qui s'appelait La Nation. Et on a essayé d'informer sur les violences des deux camps, sur les possibilités. On a une des raisons, entre autres, de notre suspension. Non seulement nous étions d'accord avec ce qu'on a appelé la plateforme de Rome ou l'accord de Sant'Egidio en 1995, une ONG italienne qui s'appelle Sant'Egidio, qui s'est spécialisée dans la gestion des conflits, la résolution des conflits, qui avait réussi à ramener les partis au Mozambique à trouver une solution, s'est engagée pour une solution à la crise algérienne, qui avait déjà à l'époque 3 ans, et qui a réuni l'ensemble, et même le pouvoir avait été contacté, et il était présent, même si c'est pas de manière officielle, et on est arrivé à une plateforme en 14 points pour dire comment on allait sortir pacifiquement de la guerre. Malheureusement, le rapport de force à l'intérieur du pouvoir a tranché contre la sortie négociée de la guerre, et elle a continué avec les conséquences que l'on sait, donc des villages entiers massacrés, on dit qu'il y a près d'1 million de cadres algériens qui ont quitté le pays. À titre d'exemple, je prends ma promotion. Moi, j'ai fait littérature française. Sur ma promotion, on était plus de 200. Et la majorité est partie au Canada et partout. Donc, il y a eu l'Algérie. Non seulement s'est vidée, non seulement il y a eu des morts, mais en plus elle s'est vidée d'une bonne partie de son potentiel, de ce qui a été construit pendant la période après l'indépendance. Donc la presse a joué un rôle important. Mais de toutes les choses que j'ai lues et vues et qui m'ont incroyablement choquée pendant toute cette période, c'est en juin 2012 que j'ai appris que j'ai lu la chose la plus horrible concernant ce que certains journalistes ont fait pendant cette guerre. C'est un directeur de journal, Mouammar Farrah, pour ne pas le citer, qui est dans le journal Le Soir, un des quotidiens qu'on dit être le plus important, mais en l'absence d'institutions suffisamment fiables pour vérifier l'état des tirages, l'état des ventes, l'état de la distribution, etc. Il est extrêmement difficile de dire quel journal est vraiment important et quel journal ne l'est pas. Toujours est-il que ce monsieur dit que avant l'arrêt des élections, le ministre de la Communication et certains responsables ont réuni les directeurs de journaux et leur ont dit qu'ils allaient arrêter les élections et qu'il allait y avoir 60 000 morts. Et ces gens-là ont gardé cette information pour eux. Et ils sont rentrés dans la rédaction, ils n'ont rien dit à personne. Et ils ont fait cette guerre en disant attention le terrorisme, etc., etc. Pour moi, ça pose un problème. Je sais que les questions d'éthique et de déontologie, en ce moment on en parle beaucoup en Algérie, on en dit tout et n'importe quoi. Mais fondamentalement, dans ce métier comme dans celui de politique, mais dans le métier de journaliste, on prétend être des gens un peu plus intéressants, etc., etc., la question éthique, elle est fondamentale. Si on vous dit qu'une action va entraîner 60 000 morts et que vous l'acceptez, et que vous acceptez de ne pas communiquer cette information, et que vous allez gérer tout le crescendo dans la guerre, sans à aucun moment dire que vous saviez, et vous avez accepté, ça c'est une question terrible. Qu'un militaire fasse le calcul froid, parce que pour lui, c'est des soldats de plomb qui sont devant lui, il y en a tant qui meurent, il y en a tant qu'on sauve, etc., ça c'est une chose. Non que je l'approuve. Mais ça peut se passer parfois comme ça. C'est pour ça que je suis pour la primauté du politique sur le militaire. Parce qu'aucune question ne peut être réglée uniquement par les militaires. Ils sont parfois nécessaires, mais des questions de cette gravité-là ne doivent pas être réglées par les militaires. Or, là, nous sommes face
à des civils, à des journalistes qui acceptent cette idée que 60 000 morts, c'est pas si grave que ça. Et qui l'entérinent. Donc, pourquoi est-ce qu'ils l'ont accepté aussi facilement? J'ai pas de réponse particulière. Simplement, ce que je sais de l'histoire de mon pays, c'est que, effectivement, un régime autoritaire, un régime où les gens apprennent à fonctionner plus qu'à vivre, plus qu'à choisir, plus qu'à se battre, à fonctionner, fabrique une espèce d'être humain un peu particulière et qui est les miliciens de la pensée. Et effectivement, c'est en miliciens de la pensée que certains d'entre eux, les plus coupables, ceux qui ont été le plus loin, ont fonctionné sous le parti unique. Et le fait d'avoir des journaux dits indépendants, c'est-à-dire privés, comme si être privé c'était la même chose qu'être indépendant, et comme si être indépendant signifiait automatiquement tout à fait acceptable, etc., ont fonctionné en miliciens de la pensée. Et en lisant un article lors d'un colloque sur 50 ans de médias qui a été organisé à Alger, 50 ans de médias algériens, je lisais un article où quelqu'un racontait l'histoire de la presse coloniale. Ok, j'ai appris beaucoup de choses, que l'armée française a créé un journal avant même qu'Alger soit tombé, c'est-à-dire l'armée dans le campement militaire à Sidi Ferruch, là où elle a débarqué l'armée française en 1830, le 26 juin, ils avaient déjà créé un journal. Et que, à chaque fois que des colons s'installaient dans un village, l'armée construisait une église, une mairie, un kiosque à musique, et les colons fondaient un journal. Donc, nous qui croyons que la presse est automatiquement un instrument de la démocratie et de la paix, non, c'est pas ça. La presse est un instrument pour défendre des politiques. Et la presse coloniale a été une presse particulièrement odieuse, non seulement parce que c'était que la presse des colons, et que les Algériens n'y avaient pas droit, mais qu'en plus, quand même la presse coloniale, chaque fois qu'il y a eu il y a eu quelques Français issus de la colonisation qui ont essayé de créer des journaux avec des Algériens pour on nous appelait les indigènes à l'époque, mais qui demandaient donc un peu de droit, un peu de liberté. Ils ont été automatiquement attaqués par le colonat, l'administration, et bien sûr les Algériens collaborateurs avec la colonisation française. Mais même quand un journal colonial rapportait une information comme par exemple en 1886 il y avait eu une famine et que 500 000 Algériens sont morts de faim, les deux journaux qui ont rapporté l'information ont été sanctionnés et saisis. Donc rapportant ces informations sur la presse coloniale, le journaliste qui fait la communication dit « La presse algérienne est donc vieille de 180 ans ». Ceci n'est pas un détail. Et ceci explique aussi beaucoup de choses dans ce qui se passe, dans ce qui s'est passé. Si on considère que le modèle colonial, et il continue, il dit la presse algérienne a donc 180 ans d'âge, et effectivement, la presse régionale sous la colonisation est extrêmement florissante parce que c'est une presse de proximité, et je conseille aux journaux algériens d'adopter ce modèle-là. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension terrible. On a pensé qu'effectivement, une fois qu'on a pris l'indépendance, il suffit qu'un Algérien remplace le colon. On a gardé l'administration dans son modèle colonial. On a gardé tous les... ce qui fait que quand la guerre éclate, quand le contentieux éclate, nécessairement celui qui est au pouvoir est assimilé au colon et celui qui s'oppose à lui s'assimile automatiquement, quel que soit par ailleurs son programme, quel que soit par ailleurs son profil, s'assimile automatiquement au libérateur. Et vous avez encore des situations où les uns défendent des intérêts et qu'ils savent pas toujours bien acquis, et les autres pensent que on va chasser la mauvaise graine, tout comme on a chassé la colonisation. Donc voilà, ramasser très grossièrement, très caricaturalement,
ce que j'avais à vous dire sur cette histoire tragique qui, pour moi, explique tout à fait que les Algériens, une fois ayant... Parce que c'est vrai, il a raison. Il a raison. Quand il dit la première fois l'histoire est tragique et la deuxième fois elle est comique, non. Je crois que la première fois elle est tragique et la deuxième fois elle est encore plus tragique. Donc après avoir rejoué à la guerre, mais c'était pas vraiment la bonne guerre, puisque c'est une guerre civile et que nécessairement on peut pas il y a personne qui va partir, on va rester. Donc la question pour moi reste encore, c'est le débat, je crois, qu'il y a aujourd'hui, qui a réussi un peu à mobiliser une partie de l'élite algérienne, mais malheureusement celle qui a les leviers de la communication et du marché de la communication n'est pas tout à fait encore acquise à cette idée-là, que réformer, moi qui viens d'un mouvement dit révolutionnaire, réformer, ça veut dire prendre le temps de maîtriser les instruments du changement. Révolutionner, alors que nous, on nous a toujours dit que peut-être les seules révolutions réussies, c'est celles où on se donne les moyens de maîtriser et de contrôler les instruments du changement. Nous n'avons pas beaucoup accordé d'importance aux réformes. On a cru qu'on pouvait faire mieux et plus vite en allant directement, radicalement au choc. Et nous l'avons payé très cher, non seulement parce que chaque mort est irremplaçable et c'est irrémédiable, mais en plus, on a perdu tous les gens qui sont partis, on a régressé sur tous les plans en termes de... dans les années 80, un Algérien qui passait son bac pouvait rentrer dans n'importe quelle université dans le monde, et beaucoup d'Algériens sont sortis majors de promotion des plus grandes universités du monde. Les Algériens sont partis dans toutes. Ça aussi, c'était peut-être la dictature, c'était peut-être un système autoritaire, mais c'est un système qui a beaucoup investi dans la scolarisation, dans la formation, etc. des gens. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici si je n'ai pas pris trop de temps, et je suis prête à compléter toutes les interrogations que vous aurez. Donc, aujourd'hui, il me semble qu'il y a un courant qui de nouveau se dessine en faveur d'une solution concertée, d'une solution consensuelle à la crise, parce que l'Algérie n'est pas sortie de la crise. Les Algériens ne sont pas sortis dans la rue, mais ils ne sont pas sortis de la crise non plus. Et donc, d'un côté, nous avons le pouvoir qui s'obstine encore à croire qu'il peut conduire le changement tout seul. Nous avons une partie de l'élite qui continue à croire qu'elle peut faire tomber le régime en inversant un rapport de force. Je ne vois pas exactement comment, quand la société n'est pas mobilisée ni mobilisable pour cet agenda particulier. Et il y a d'autres Algériens et d'autres dans tous les courants, dans toutes les couches de la société qui pensent que c'est une solution consensuelle, concertée, donc difficile, donc pénible, dure, longue, mais que c'est celle-là que la seule sur laquelle nous puissions, dans laquelle nous puissions nous investir si on veut éviter les situations chaotiques qui sont celles de tous nos voisins et des tragédies que nous voyons après le printemps arabe. Je vous remercie pour votre écoute.